Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons attaquer maintenant la déduction des transformations Lorentz de manière rigoureuse, de manière purement algébrique. On va le faire en utilisant les postulats que nous avons vus, sauf celui de l'invariance de la vitesse de la lumière. Donc nous allons faire une déduction très générale, sans ce postulat, nous en tiendrons compte à la fin. Nous n'utiliserons donc que les postulats les plus élémentaires, tels que la continuité, ou les postulats logiques, tels que le principe de relativité. La déduction est assez simple, vraiment pas difficile, mais elle est assez technique et assez longue. Donc elle se fera en plusieurs vidéos, et éventuellement je vous conseille de noter les relations qui vont être écrites, parce que, comme ça, plusieurs vidéos, pour ne pas vous obliger à, si vous voulez vraiment vérifier le détail, pour ne pas vous obliger à repasser sans cesse les vidéos. C'est à votre convenance. On considère une seule dimension spatiale, une seule direction. La généralisation à 2, 3 ou même plus de dimensions est très facile. Simplement, ça alourdit les calculs si on prend plusieurs dimensions. On considère 3 repères, K, K', K seconde, avec donc comme coordonnées xt, x', t', x seconde, t seconde. Les axes x, x', x seconde sont collinéaires. Évidemment, une dimension, c'est un peu logique, mais à plusieurs dimensions, ça serait important de le préciser. On les considère linéaires et on veille à ce que x, lorsque x égale x' égale x seconde égale 0, c'est-à-dire lorsque les origines des repères coïncident, on a synchronisé t égale t' égale t seconde égale 0. Notre convention habituelle, là aussi, la généralisation à une situation plus générale n'est pas très difficile. Ça simplifie un peu les calculs de procéder comme ceci. Lorsque le repère K' est mesuré, observé dans K, il se déplace dans K à la vitesse U. K' dans K à la vitesse U. De même, K seconde mesuré dans K' à la vitesse V. Et K seconde mesuré dans K à la vitesse W. Ces 3 vitesses sont a priori quelconques. On se doute bien que les 3 ne peuvent pas être indépendantes. Et pour le moment, nous ne faisons aucune hypothèse supplémentaire. Nous avons juste U, V et W. 3 vitesses. Ces vitesses sont constantes. C'est le postulat de relativité restreint. Les transformations les plus générales possibles qu'on puisse avoir, c'est x' égale a u fois a de u fois x plus d de u fois t plus e de u. Et t' égale b de u fois x plus c de u fois t plus f de u. Alors, que sont les a, d, b, c, f? Ces 3 fonctions de la vitesse u, que nous devons déterminer. Pardon, pas 3 fonctions, 6 fonctions, que nous devons déterminer. Alors, pourquoi cette forme-là est-elle la plus générale possible? D'abord, à cause du postulat d'application. On vérifie facilement que si on rajoute des termes tels que un terme en t carré, on obtient graphiquement typiquement une parabole. Dans ce cas-là, la fonction n'est plus bijective. Et donc, il y aurait des événements dans un repère qui n'auraient pas de correspondance dans l'autre repère. Ce qui est interdit par le postulat d'application. Postulat
d'universalité. De plus, le postulat, le principe de relativité, implique que tous les points de l'espace sont équivalents, peuvent être l'origine d'un repère quelconque, tous équivalents. Et donc les transformations qui autorisent cette équivalence totale ne peuvent être que linéaires. C'est un grand classique. De plus, et enfin, ces fonctions ne peuvent dépendre que de la vitesse u, parce que pour k et k', le seul paramètre physique que l'on a, c'est u. C'est donc le seul paramètre qui peut influencer ces fonctions. Enfin, à nouveau pour le principe de relativité, ces transformations doivent être les mêmes entre tout repère. La seule chose qui peut changer, c'est la vitesse. Et donc les fonctions a, d, e, b, c, f doivent être les mêmes fonctions pour toutes les transformations entre tout repère. La seule chose qui peut changer, c'est la vitesse et donc la valeur de la fonction pour une transformation particulière. Nous savons que quand x égale x' égale 0, donc 0 ici, 0 ici, alors t égale t' égale 0. T égale 0. Ça implique que e de u et f de u sont égaux à 0. Toutes circonstances. Ça simplifie déjà un peu les choses. Considérons l'origine de k'. Donc c'est x' égale 0. Il se déplace à vitesse u dans k. Et donc après un certain temps t, la position d'origine de k' dans k sera u fois t. La distance qu'il a parcourue dans k. Et donc, la première relation ici implique que du est égal à u fois u. Les relations ainsi deviennent x' égale AU fois x moins UT et T' égale BU x plus DU T. Là, ça n'a pas changé. Pardon. CU. Notons que lorsque la vitesse U est nulle, est égale à 0, à ce moment-là, K' ne se déplace pas, et puisque le repère, les origines de l'espace et du temps coïncident, ces deux repères sont strictement identiques. Quand U égale 0, K est égal à K'. Dans ce cas-là, A de 0 est égal à 1, C de 0 égale à 1, et B de 0 égale 0. On va supposer dans la suite que U et V sont différents de 0. Sinon, c'est évidemment assez trivial. U et V sont différents de 0. On ne fait aucune hypothèse sur W. On sait qu'ils ne sont pas indépendants, donc pas d'hypothèse supplémentaire. U, V différents de 0, c'est tout. De même raisonnement que pour tout ça, on trouve les mêmes relations pour x seconde égale à v, la vitesse v, fois x moins vt, t seconde, pardon, et de x' vt', t seconde égale b, v, x' plus c, v, t', et de même, x seconde égale a, w, x moins wt, et égale t seconde égale bw, x plus cwt.
prochaine étape, le postulat de groupe. Le postulat de groupe nous dit que si on passe de K à K' avec ça, et de K' à K seconde avec ça, alors ça revient à passer directement de K à K seconde avec ça. Donc, en combinant ces deux groupes de transformation, on doit retrouver le troisième, ici. Alors là, le calcul est assez facile. Il suffit de remplacer une transformation dans l'autre. Mais ça donne des relations un peu lourdes. On obtient x seconde est égal à AV AU moins AV VBU X plus, je vous laisse faire le calcul détaillé si vous le souhaitez. Je vais, grosso modo, je vais reproduire les quatre termes ici. On obtient donc une relation assez lourde et on compare à celle-là. Et le postulat de groupe nous dit que ça doit être identique. Ce qu'on trouve alors, là je vous l'écris en détail, c'est que A, W, est donc égal à A, V, A, U, c'est celui-là, hein, moins AV, VBU, WA, W, égale à AV, V, CU, plus AV, AU. U, que BW doit être égal à BV AU plus CVBU et enfin CW doit être égal à CUCV moins UBU AU. Des relations qui ne sont pas simples, mais bon, voilà. L'étape suivante, ça alors, c'est ce qu'on vient de déduire, doit être vrai, quelles que soient les valeurs de U et de V. Ça doit être vrai dans tous les cas. Donc la prochaine étape va consister à considérer une série de cas particuliers pour les valeurs de U et de V, afin de voir ce que ça impose comme contrainte aux fonctions A, B et C. Alors, je ne vais pas faire trop lourd, donc ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. C'est pourquoi il est utile de noter toutes ces relations pour pouvoir continuer sereinement sans devoir que je doive à nouveau tout réécrire à chaque fois. Mais non, ça ne servira à rien de faire plusieurs vidéos. Donc nous verrons la suite de ce calcul dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.